en s'exprimant lentement, presque à voix basse. En détachant chaque mot, il me dit: votre problème n'est pas dans votre corps, mais dans votre tête. Non, ce n'est pas dans ma tête. C'est un fait objectif, concret. Il vous suffit de me mettre sur une balance ou de mesurer mes pectoraux ou encore la circonférence de mes biceps. Vous verrez vous-même, et ni le maître ruban, ni la balance n'ont de parti pris. Je ne peux pas les influencer avec mon esprit tordu et névrosé. La question n'est pas là, me répondait-il patiemment, conservant son grand calme. Facile à dire. Votre problème n'est pas votre physique, mais ce que vous croyez de sa perception par les femmes. En vérité, le succès qu'on en a ou pas auprès de l'autre sexe n'a que peu de rapport avec notre apparence physique. Si je dis ça à ma voisine de 120 kilos qui a un nez en forme de patate, il m'écrase sur la figure le triple Big Mac. Le triple Big Mac qu'il a en permanence à portée de main. Et il appuie jusqu'à ce que le ketchup me remonte dans les inus. Vous n'avez jamais vu de personne dont le physique est très éloigné des canons de la beauté en couple, avec quelqu'un de plutôt bien physiquement? Si, bien sûr. La plupart des gens qui ont votre problème ont d'ailleurs un physique normal, avec de petits défauts sur lesquels ils se focalisent. Une bouche trop fine, des oreilles trop longues, un peu de culotte de cheval, un léger double menton, un nez trop fort ou trop court. Ils se trouvent un peu trop petits, trop grands, trop gros ou trop maigres, et ils arrivent à s'en persuader. Quand ils rencontrent une personne qui pourrait les aimer, ils n'ont qu'une obsession, leur défaut. Ils sont convaincus qu'ils ne pourront lui plaire à cause de cela. Et vous savez quoi? Quoi? Ils ont raison. Quand on se voit moche, les autres nous voient moches. Je suis certain que les femmes vous trouvent trop maigres. Ouh là! Les autres nous voient comme nous nous voyons nous-mêmes. Quelle est votre actrice préférée? Nicole Kidman. Vous la trouvez comment? Excellente actrice, l'une des meilleures de sa génération. Je l'adore. Non, je veux dire physiquement. Superbe, magnifique, c'est une bombe. Vous avez dû voir Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Vous regardez les films américains? Vous avez un récepteur satellite dans votre crampon? Si ma mémoire est bonne, il y a une scène où l'on voit Nicole Kidman entièrement nue en compagnie de Tom Cruise. Votre mémoire est bonne. Allez au vidéoclub de Kuta et faites-vous projeter Eyes Wide Shut. Ils ont des cabines pour les gens qui ne possèdent pas que de magnétoscope. Quand vous en arriverez à cette scène, faites un arrêt sur l'image et observez attentivement. Cela ne me demandera pas trop d'efforts. Oubliez pendant quelques instants qu'il s'agit de Nicole Kidman. Imaginez que c'était une inconnue et regardez objectivement son corps. Oui, vous constaterez vous-même qu'elle est bien. Il a un beau corps, mais pas parfois pour autant. Ses fesses sont jolies, mais elles pourraient être plus rebondies, un peu plus dessinées. Ses seins sont pas mal, mais ils auraient pu être plus volumineux, avoir un plus joli galbe et être un peu plus haut, plus dressé. Vous verrez aussi que les traits de son visage sont réguliers, fins, mais ne recèlent pas non plus une beauté exceptionnelle. Où voulez-vous en venir? Il y a des dizaines de milliers de femmes aussi belles que Nicole Kidman.
Vous en croisez tous les jours dans la rue et vous ne le remarquez même pas. Sa vraie force est ailleurs. Oui, Nicole Kidman est vraisemblablement convaincue d'être super. Il doit être persuadé que tous les hommes la désirent et que toutes les femmes l'admirent ou la jalousent. Il se voit probablement comme l'une des plus belles femmes du monde. Elle le croit si fort que les autres la voient ainsi. En 2006, le magazine britannique Eve l'a élue comme étant l'une des 5 plus belles femmes du monde. Voilà. Et comment expliquez-vous cela? Que les autres ont tendance à nous voir comme l'on se voit soi-même. Oui, vous allez faire une expérience. Pendant un moment, vous allez imaginer quelque chose, peu importe que ce soit vrai ou faux. Persuadez-vous seulement que cela est vrai. Vous êtes prêts? Là tout de suite? Oui, maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus simple pour vous. Ok, je suis prêt. Imaginez que vous vous trouvez très beau. Vous êtes convaincu d'avoir un impact énorme sur les femmes. Vous marchez sur la plage, à Kuta Beach, au milieu des Australiennes en vacances. Comment vous sentez-vous? Très très bien, un vrai bonheur. Décrivez-moi votre démarche, votre posture. Je vous rappelle que vous vous trouvez très beau. J'ai une démarche, plutôt assurée, tout en étant détendue. Décrivez-moi votre visage. J'ai un port de tête droit. Je regarde devant moi, un léger sourire naturel aux lèvres. Je suis cool et je suis de moi à la fois. Bon, maintenant imaginez comment les femmes vous voient. Oui, c'est clair, j'ai un certain impact. Comment pense-t-elle de la circonférence de vos biceps ou de vos pectoraux? C'est pas vraiment ce qu'il regarde. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ce qui plaît aux femmes, c'est ce qui émane de votre personne. C'est tout. Et cela découle directement de l'image que vous faites de vous-même. Quand on croit quelque chose sur soi, que ce soit en positif ou en négatif, on se comporte d'une manière qui reflète cette chose. On la démontre aux autres en permanence. Et même si c'était à l'origine une réaction de l'esprit, cela devient la réalité pour les autres, puis pour soi. C'est possible, cela me parle quelque part, même si ça reste encore un peu abstrait. Cela va progressivement devenir de plus en plus clair. Je me propose de vous faire découvrir à travers différents exemples que pratiquement tout ce que vous vivez a pour origine ce que vous croyez. Je commençais à me demander où j'avais mis les pieds. J'étais alors loin de me douter que notre conversation et les échanges qui suivraient allaient bouleverser durablement toute mon existence. Imaginez, reprit-il, que vous soyez convaincu d'être quelqu'un de peu intéressant qui ennuie les autres quand il parle. Je préférais le jeu précédent. Cela ne durera que 2 minutes, imaginez. C'est pour vous une évidence. Les gens s'ennuient en votre compagnie. Essayez vraiment de ressentir ce que cela fait de croire ça. Vous y arrivez? Oui, c'est pathétique. Restez dans cet état. Gardez cela à l'esprit et maintenant, imaginez que vous déjeunez avec des collègues ou des amis. Décrivez-moi le repas. Mes collègues parlent beaucoup. Ils racontent leurs vacances. Et je ne dis pas grand-chose. Restez dans cet état. Mais à présent, vous allez faire un effort et leur raconter une anecdote
qui vous est arrivé pendant vos vacances. Laissez-moi une seconde, j'imagine la scène. D'accord? Ça n'a pas beaucoup d'effet. On ne m'écoute pas vraiment. C'est normal. Étant convaincu de ne pas être intéressant, vous allez vous exprimer d'une manière qui rendra votre discours peu captivant. Oui. Par exemple, puisque vous avez inconsciemment peur d'ennuyer vos collègues, vous allez peut-être sans vous en rendre compte parler vite, bâcler votre intervention pour ne pas leur prendre trop de temps et ne pas les lasser. Du coup, vous n'avez aucun impact et votre anecdote perd de son intérêt. Vous le ressentez et vous vous dites « Je suis nul quand je raconte des histoires ». Par conséquent, vous devenez de plus en plus mauvais. Et immanquablement, l'un de vos collègues va reprendre la parole et embrayer sur autre chose. À la fin du repas, tout le monde aura oublié que vous avez parlé. C'est dur. Quand on est convaincu d'une chose, elle devient la réalité, notre réalité. J'étais assez troublée par la démonstration. Bon, d'accord, mais pourquoi quelqu'un serait-il persuadé d'une chose pareille? Ce n'est sans doute pas votre problème, mais c'est celui de certaines personnes. Chacun croit sur soi des choses qui lui sont propres. C'était juste un exemple. Pour rester dans ce cas de figure, imaginez que vous soyez convaincu de l'inverse. Vous êtes certain d'intéresser les gens, d'avoir sur eux un impact quand vous vous exprimez. Lorsque vous prenez la parole à votre déjeuner entre collègues, vous êtes persuadé que votre anecdote va faire mouche. Vous allez les faire rire, les surprendre ou seulement captiver leur attention. Porté par cette conviction, imaginez comment vous prenez la parole, anticipant les faits attendus. Vous vous donnez le temps d'amener le sujet, d'ajuster votre voix. Vous autorisez quelques silences bien placés pour faire monter le suspense. Vous savez quoi? Ils seront suspendus à vos lèvres. D'accord, je comprends que ce que l'on croit devient ensuite la réalité. Mais j'ai quand même une question. Oui? Comment se fait-il qu'on l'on se mette à croire des choses sur soi, qu'ils soient positives ou négatives? Plusieurs explications sont possibles. Tout d'abord, il y a ce que les autres affirment à notre sujet. C'est pour une raison ou une autre, ces personnes sont crédibles à nos yeux, alors on peut croire ce qu'ils nous disent de nous. Nos parents, par exemple, cela commence en général, bien sûr, par nos parents ou les personnes qui nous élèvent. Un petit enfant apprend énormément de ses parents, et au moins jusqu'à un certain âge. Il a tendance à accepter tout ce que ses parents lui disent. Cela se grave en lui. Il l'intègre. Vous n'auriez pas un exemple? Si des parents sont convaincus que leur enfant est beau et intelligent, ils le lui répètent sans cesse, alors il y a des chances que l'enfant se voie ainsi et devienne très sûr de lui. Cela étant, il n'y aura pas que des effets positifs. Il sera peut-être aussi un peu arrogant. C'est donc la faute de mes parents si j'ai des doutes sur mon physique. Non, pas obligatoirement. Quand vous allez le voir, il y a quantité d'origines possibles à ce que l'on croit sur soi. Et en ce qui concerne l'influence des autres, il n'y a pas que les parents. Par exemple, le jugement des enseignants a parfois aussi beaucoup d'impact, en positif comme négatif. Ça me rappelle quelque chose. J'étais très bon en maths à l'école jusqu'en 5e. J'avais une moyenne de 18 sur 20 environ. Arrivé en 4e, j'ai eu une prof qui répétait à chaque cours que nous étions tous nuls. Je m'en souviens. Elle criait sans cesse et on voyait les veines de son cou se gonfler quand elle nous engueulait. J'ai fini l'année avec 4 de moyenne. Vous avez probablement cru ce qu'elle disait.
Peut-être, mais pour être honnête, tous mes camarades n'avaient pas 4 de moyens comme moi. Sans doute étaient-ils moins sensibles que vous à l'opinion de leur professeur? Je ne sais pas. Une expérience a été menée dans les années 70 par des chercheurs dans une université américaine. Ils ont commencé par constituer un groupe d'élèves du même âge ayant le même résultat au test du coefficient d'intelligence. Ces enfants avaient donc tous un niveau d'intelligence égal, selon ce test. Ils ont ensuite séparé le groupe en deux. Ils ont confié le premier sous-groupe à un enseignant avec cette consigne. Faites le même programme que d'habitude, mais pour votre information, sachez que ces enfants sont plus intelligents que la moyenne. L'enseignant à qui on l'a confié le second sous-groupe s'est entendu dire « Faites le même programme que d'habitude, mais pour votre information, sachez que ces enfants sont moins intelligents que la moyenne. » Au bout d'un an des cours, les chercheurs ont refait passer le test du coefficient d'intelligence. Tous les enfants, ceux du premier sous-groupe, avaient en moyenne un coefficient d'intelligence nettement supérieur à celui des enfants du second. C'est dingue! C'est en effet assez impressionnant. C'est incroyable, il suffit qu'on en amène un prof à croire que ses élèves sont intelligents pour qu'il les rende intelligents. S'il est convaincu qu'ils sont bêtes, il les rend bêtes. C'est une expérience scientifique. Cela étant, ils sont malades de faire des expériences comme ça à des enfants. C'est en effet assez discutable. Mais en fait, comment est-ce possible, je veux dire, comment le fait de croire que ces élèves sont idiots peut-il amener un enseignant à les rendre ainsi? Il y a 2 explications possibles. D'abord, quand vous vous adressez à quelqu'un de stupide, comment vous exprimez-vous? Avec des mots hyper simples, en faisant des phrases très courtes, en n'exprimant que des idées faciles à comprendre. Voilà. Et si l'on s'adresse ainsi à des enfants dont le cerveau a besoin d'être stimulé pour se développer, ils vont stagner au lieu d'évoluer. C'est la première explication. Il y en a une autre plus pernicieuse. Oui, si vous devez vous occuper d'un enfant que vous croyez stupide, alors tout en vous lui insinuant en permanence qu'il est stupide, non seulement votre vocabulaire, comme on vient de le dire, mais aussi votre façon de parler, vos mimiques, votre regard. Vous êtes un peu navré pour lui, au contraire, un peu agacé, et cela ne lui échappe pas. Il se sent stupide en votre présence. Et si vous êtes quelqu'un qui compte pour lui, que votre position, votre âge, votre rôle font que vous êtes crédible à ses yeux, alors il y a de fortes chances qu'il ne remette pas en question ce sentiment. Il va donc commencer à croire qu'il est stupide. Vous connaissez la suite. C'est effrayant. C'est assez redoutable en effet. J'étais très troublée par ce que j'étais en train d'apprendre. Toutes ces idées restaient comme suspendues dans les airs. Nous restâmes quelques instants sans rien dire. Un léger vent m'apportait les subtiles senteurs des plantes tropicales qui poussaient librement près du campement. Au loin, un gecko laissait entendre son cri caractéristique. Il y a quelque chose qui m'étonne. Oui, je ne voudrais pas vous vexer, mais comment avez-vous accès à ce genre d'informations? Je veux dire les expériences scientifiques menées aux États-Unis. Vous accepterez que je garde ma part de mystère? Je n'ai pas insisté, mais j'aurais aimé savoir. J'avais vraiment du mal à envisager connexion Internet dans le campement d'à côté. Je n'étais même pas sûre que le village soit raccordé au téléphone. Et surtout, je n'imaginais absolument pas mon guérisseur en train de se connecter à des forums scientifiques.